Bonjour. L'autre jour, j'ai fait un post sur Nicolas Tétrault. Imaginez-vous donc que ça n'a même pas pris une heure, que déjà, il essayait de m'intimider avec des menaces judiciaires. Vous devez vous dire, non sans raison d'ailleurs, que ça devait être vraiment l'enfer comme post. Hein? Mais en fait, vraiment pas. Comme vous allez être les premiers pour le constater par vous-même, puisque ça va être la première des nombreuses choses qu'on va regarder ensemble aujourd'hui. Or, s'il y a une chose que ça se trouve notamment à prouver, par exemple, c'est que, mettons, à tout le moins, qu'il y en a qui ont un coin plus sensible que d'autres. Avant de nous lancer là-dedans, et donc, dans ce post-là, en tout premier lieu, je vous inviterais, ce que je ne fais pas vraiment d'habitude, à partager ce live-là full au max, et ça à n'importe quel moment. Que ce soit donc maintenant, pendant le live ou après le live. Puisque de toute façon, d'ici à la fin du live, je pense que vous allez avoir vu et compris qu'il y a plus d'une bonne raison pour ça. Alors, allons-y. Le fameux post, en voici donc des screenshots. Et pendant que je vous les montre, je vais vous expliquer le principe. Fait que là, comme vous pouvez voir, ce cher Nicolas a proposé la création d'un comité non partisan collaboratif. Or, étrangement, on voit bien qu'il a pris soin d'inviter un parti en particulier, soit bien sûr l'Union nationale de Jonathan Blanchet. Donc, pour commencer, si effectivement c'est non partisan, alors pourquoi inviter un parti en partant? Ça lui semble pas. Inversement, si c'est en fait, si c'est ouvert à tous et à tous les partis, alors comment ça se fait qu'il y en ait justement juste un qui a reçu une invitation? Ce à quoi il a répondu par la suite, « Ah, mais les autres, vous êtes bienvenus, là. Je ne ferme la porte à personne. » Donc, ce qui veut dire qu'il y en a un qui est invité, mais que les autres doivent justement cogner à la porte pour être admis. On va continuer un peu avec les screenshots. Dans le fond, ça, c'était mon post en tant que tel. Puis, lui, ensuite, ce qu'il a répondu, c'est que « Ah, mais vous, Parti libertarien, je vous connaissais pas. » Puis, donc, c'est à croire qu'en fait, qu'il ne savait même pas qu'il y avait, à la limite, pratiquement d'autres partis émergents que l'Union nationale. Ce qui reviendrait à dire qu'il ne savait pas. Il savait pas, qu'il ne connaissait pas les autres partis émergents, ou il ne savait pas qu'il y en avait. Ce qui est ou bien poche, ou bien faux. Parce que surtout que c'est le genre de réponse qui donne en fait surtout l'impression qu'on nous prend pour des cons. Surtout qu'il faudrait en fait être un peu niaiseux pour pas voir et comprendre qu'il y a un parti qui se trouve être visé, privilégié, puis avec lequel il y a une collaboration réelle et active qui est ainsi recherchée. Tu sais, quand je dis qu'on me prend pour des cons, on va le voir tantôt. C'est quelqu'un, Nicolas Tétrault, qui est un vieux routier de la politique. Là, il va nous faire croire, il essaierait de nous faire croire qu'il n'est pas capable d'aller sur le site d'Élections Québec voir les partis émergents qu'il y a là. Ou qu'il n'a pas suivi un peu ce qui se passe dans les réseaux sociaux pour savoir qu'il y en a plein d'autres des partis, à tout le moins au niveau de la complosphère, justement. Mais justement, parlant de celle-ci, ou de ce qui peut rester de supposée résistance, ben, vous aurez sûrement remarqué que depuis un bout, probablement même depuis le début, mais même que ça s'aggrave plus qu'autre chose, les gens, en gros, hein, savent où est-ce qu'il y a des vues. Et puis, dans le but, notamment, de faire mousser leurs produits. Parce que vous aurez sûrement remarqué que, tu sais, quand je parle de vendeurs dans le temple, hein, notamment en guise d'espèce de synonyme pour le principe d'opposition contrôlée, ben ça fait quand même un bout que c'est ça, là. Tu sais, rapidement, faute d'avoir mieux à dire, ou c'est comme un peu le vernis là, du grand résistant s'effrite, puis là, c'est « Ah, ben, finalement, j'ai tel produit à vendre. »
Alors, si vous n'avez pas compris que Nicolas Tétrault, c'est en fait lui-même, notamment, à toute fin pratique, un commerçant, ne serait-ce que pour ce qui est des espèces de cliniques médicales offrant notamment des supposées cliniques avec impliquant des chambres hyperbares pour la supposée oxygénothérapie, ben d'un, ça fait partie des choses qu'on va voir et découvrir ensemble aujourd'hui, puis qu'on va d'ailleurs investiguer. Puis si la théorie, la notion d'aller où est-ce qu'il y a des vues, s'applique même moindrement, il faut avouer que dans le cas de Tétrault en particulier, ça ferait beaucoup de sens de s'associer, de rechercher une collaboration avec Jonathan Blanchette, considérant que ça revient à y ajouter à peu près 5 millions de personnes par mois de vues, parce que c'est ça à peu près l'audience de l'autre bonhomme. Donc, même s'il va avoir l'air peu crédible en s'associant à quelqu'un comme Joe Blanchette, je veux dire, c'est un peu l'évidence, ben, c'est là qu'on peut voir que du monde comme lui, si on s'en fout, si on se fie, à tout le moins, à la théorie d'autres personnes autour de moi, d'autres, d'ailleurs que je nommerai pas, mais qui regardent ce petit jeu-là aller, puis donc je ne fais que à la limite que relayer les impressions, ben, tu sais, c'est ça, la stratégie n'est pas si folle, parce que, tu sais, en fond, ça revient à dire que, tu sais, du monde comme Tétrault, ça se fout bien de ce que ça peut avoir l'air, du moment qu'ils font de l'argent. Même qu'en fait, ça pourrait être particulièrement stratégique, pour ne pas dire génial, de créer un lien avec Blanchette, compte tenu que ceux qui suivent, c'est évidemment, manifestement, et en toute logique, pas nécessairement ou exactement des crayons et les plafutés de la boîte. Alors, quand tu veux vendre de quoi à quelqu'un, et notamment des produits qui sont quand même relativement louches, comme on peut le voir aujourd'hui, ben, tu ne veux pas nécessairement que ce soit les plus bright au monde non plus. Hein? Même que... fait de telle sorte que, tu sais, pour reprendre encore un résumé qui vient de quelqu'un d'autre, mais que je ne fais que relayer, même si ça va avec un nono, il y a du monde parmi les nonos qui suivent et qui va acheter ces produits. Il en demeure pas moins que sur le plan strictement moral et logique, qu'en tendant la main à Jonathan Blanchette, Tétrault, il fait un peu comme s'il ignorait le passé de ce dernier, au même titre qu'il ignorait, en supposément, qu'il y avait finalement d'autres partis émergents. Ce qui viendrait donc à dire un peu qu'il sait rien ou qu'il se souvient de rien, un peu comme Geneviève Guilbeault finalement, ou encore qu'il s'en fout et qu'il se fout surtout de notre gueule en disant ça. Une chose est sûre, si quelqu'un qui s'agisse donc de Tétrault, ou en fait de qui que ce soit, n'est pas assez intelligent, ou pas assez de jugement pour faire ses recherches afin de voir avec qui il s'associe, afin de justement s'associer avec, ben en gros, ça se trouve justement à montrer et prouver que ben, la personne en question n'a juste pas beaucoup d'intelligence ni de jugement. Oups. C'est donc vrai pour ce qui est de s'associer à Blanchette, mais aussi pour ce qui est de s'associer à Tétrault, comme on va justement le voir aujourd'hui. Je finirai cette première partie-là en précisant que à d'autres personnes en privé, Tétrault, il y a quand même un peu avec une certaine dose de duplicité expliqué que oui, le comité, c'est pas partisan pour le moment. Déjà, c'est louche, hein, comme vous voyez. Fait que, tu sais, ça serait pas surprenant que Tétrault ait des vues politiques, comme on va le voir en arrière de ça, ou ultimement dans tout ça, vu que c'est un politicien de carrière, puis qui passe qui est un transfuge avéré, puis qui va passer d'un parti à l'autre, d'une démarche politique à l'autre, avec du commercial parsemé commercial entre chacune de ces démarches-là. T'sais. Fait que ouais. Fait que là, dans le fond, on va retourner un petit peu à mon audiovisuel, plutôt à ce que j'ai à vous montrer au niveau visuel. Donc, pour commencer, quand je parle de savoir à qui on s'associe, fait que là, ça veut dire que s'il s'associe à Jonathan Blanchette, il n'était pas conscient de ça à tout le moins. Et, par ailleurs, qu'il n'était pas non plus conscient de tout ce qu'il y a, si je m'en vais sur mon site ici, là, dans cette section-là,
Ouais, ici. Évidemment, je vais vous mettre ça en description. Tu sais, je veux dire, ça, c'est ma compilation de tout ce que j'ai sur Jonathan Blanchette. Mais je veux dire, tu sais, il faut être un peu un extraterrestre pour pas l'avoir vu aller, là, ce bonhomme-là, dans les dernières années. On va maintenant continuer où est-ce qu'on était rendu sur mon post, OK? Il restait juste 2 screenshots, là. Mais de toute façon, donc ça, c'est l'espèce de mise en demeure virtuelle qu'il m'a faite. Puis, tu sais, je vais vous envoyer une vidéo, en fait, je vais faire ça tantôt, là, avec une vidéo du post, avec tous les commentaires dessus, etc., etc., tu sais. Et puis, pour en revenir à ces espèces cette intimidation juridique-là que si spontanément il m'a fait, moi, ce que je dirais, c'est que c'est la première fois que je vois ça. En 6 ans de résistance, puis je veux dire, j'en ai lancé là, des tomates puis des flèches, vous devez l'avoir remarqué. Fait que déjà, en fait, ça sent pas bon. Parce que qu'est-ce que ça se trouve à suggérer ou à indiquer ou à donner l'impression à tout le monde que sinon que ça se pourrait-tu donc qu'il y en ait bien des choses à cacher, justement. Par ailleurs, ben on sait que la censure, cet instrument primordial du totalitarisme, il est non seulement dans un retour en force par rapport à 10 ans, même l'Église catholique, je ne suis pas sûr qu'elle était aussi intense que ça. Et puis ça ne fait évidemment qu'empirer d'année en année. Plus ça va aller, vous aurez remarqué, puis plus on pourra pratiquement rien dire, surtout que c'est quasiment déjà ça. On va donc surtout que quand on parle de totalitarisme, là, je vous mettrai les liens, OK, de la page où est-ce qu'on peut voir toutes les lois anti-liberté d'expression, notamment en provenance du fédéral, OK, la C2, le C63, tout ça, mais aussi au niveau du Québec, le projet de loi 57, ben, la loi 57 à cette heure, Made in Québec, là, puis qui vise spécifiquement les élus. Non seulement on entre dans une culture, mais on est rendu avec des nouvelles lois qui visent puis qui consistent à restreindre la liberté d'expression sous prétexte de l'islamophobie, de lutte à l'antisémitisme, on veut pas d'incitation à la haine, on veut pas de désinformation. Puis évidemment qui vont être appliqués puis interprétés le plus large possible, de sorte que tu comprends le message puis tu te fermes la gueule. Fait que on va se retrouver de plus en plus dans un monde où il va y avoir de plus en plus de personnages comme Tétro qui vont vous fermer la gueule d'entendre le dire. Ce qui est spécial, c'est que lui, ce qu'on voit, c'est que c'est comme un précurseur, une sorte d'avant-gardiste dans ce sens-là. Puis ça nous donne d'ailleurs une bonne idée du genre de personnage auquel on a affaire. Parce que est-ce que ça, là, tu as parlé contre moi, mise en demeure, que c'est le genre de comportement qui est typique d'un véritable guerrier de la liberté digne de son nom, ou plutôt du genre, ou qui n'est pas plutôt du genre de la supposée élite qu'on essaye justement de combattre, et notamment du genre de petits politicarrieux puis de communistes dans l'âme, qui installent qui instaurent ces lois totalitaires-là au Québec et au Canada. Fait que ça, là, je vais vous transcrire, je vais vous relater, dans le fond. Oui, merci pour le compliment, Slampa. Ben, tu sais, ça peut te réconforter, Slampa. Je pense que t'es un des moins pires de la gang. Fait que c'est quand même déjà ça. Parce qu'il me dit, t'es insulté que j'insulte les ouailles de Blanchette. Fait que, dans son message privé, que je ne vais pas faire jouer, mais de toute façon, je l'ai gardé. Moi, je suis un ramasseur, puis je suis un accumulateur, pas juste de matériel, mais de virtuel aussi. Fait que je garde tout, même si je supprime. Là. Mais fait que, si j'ai besoin des preuves, je les aurai. Il me dit, pourquoi il fait comme jouer à la victime avec moi. Il dit, je fais rien de mal, je suis un bénévole, je fais rien de mal à part faire des heures de fou. Fait que, tu sais, vous voyez le premier sophisme, OK? Parce qu'il travaille fort, parce qu'il travaille bénévole, il ne faudrait pas l'attaquer. C'est mal l'attaquer. Donc, il ne faudrait pas attaquer personne, d'accord? Là, parce que n'importe quel leader, n'importe quel résistant, parce que ça ne s'applique pas rien qu'à lui, ça là. C'est comme une petite trace de narcissisme. Comme s'il y avait juste lui qui est dans cette situation-là. Là. Puis que lui, c'est un cas à part très spécial qu'il faut vraiment préserver. T'sais. Il dit, moi, je travaille pour mon fils et pour le Québec.
Donc, c'est encore ça. C'est quoi si c'est pas de jouer à la victime, là? Parce qu'en plus, il prend il utilise son fils dans ce sens-là, pour se victimiser encore plus. Puis dans tous les cas, il se présente comme étant donc inattaquable de par le fait qu'il travaille supposément pour le Québec. Tu sais, quand on parle de coin sensible, je veux dire, prends Joe Blanchette, lui aussi, il considère, on est une gang qui considère travailler pour le Québec. Joe, il ne m'a jamais poursuivi. Vice-versa. On n'a jamais joué à ce petit jeu-là entre nous autres, on est des grands. En tout cas. Il dit, si tu as un problème, tu m'appelles et tu m'en parles. Donc, monsieur arrive avec des directives. Voici le mode d'emploi pour gérer Nicolas Tétrault, qui a encore une fois une sorte de case à part puis de monde à part. Qui se prend, là? Il dit, puis tant qu'à ça, pourquoi pas faire ça pour François Legault aussi? Ah non, faut pas critiquer. Faut pas critiquer personne. Faut les appeler. Ouais, j'aimerais bien ça, voir qu'est-ce que François Legault, qu'est-ce que Geneviève Guilbeault, il dirait si j'appelle. Je voudrais, j'aurais une critique à te faire. Pas pour rien qu'on les critique publiquement. Voyons. Il dit, tu sais, il me dit, il présente ça comme des attaques personnelles, mon post que j'ai fait. Moi, je dirais plutôt, et surtout que, Nicolas, c'est surtout que tu le prends personnel, tu sais. C'est comme, il ramène tout à lui, tu sais. Ah, je veux dire, c'est ça, la vie politique, c'est ça, la reine publique. Ben oui, on se critique les uns les autres, puis c'est censé être normal, puis c'est censé être la base de la civilisation occidentale. Et là, c'est comme, tu m'attaques. Ça fait juste une couple de décennies que tu es dans la politique, on dirait que ça paraît pas là. Il me dit, tu me connais même pas, puis tu m'attaques. Ouais, puis, c'est quoi là? Faut combien d'années de connaissances? Je veux dire, on va voir en fait à la fin de ce live-là si je le connais pas ou si je le connais ou je le connais pas. Puis c'est quoi là? Encore là, pour avoir un droit là, si je veux critiquer François Legault, faut que je connaisse personnellement François Legault. C'est ridicule. Il dit il faudrait que quelqu'un. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, comme ça implique la notion qu'il faudrait que quelqu'un nous ait fait de. Il dit oui, parce qu'il me dit je t'ai rien fait. Donc, c'est comme, il faudrait que quelqu'un nous ait fait de quoi personnellement. Encore là, ça te ramenait à soi-même. Ouais, c'est ça que Karine, sans critique, on n'avance pas. Sans critique, en fait, c'est le totalitarisme, l'autoritarisme. C'est ça, c'est en passant. Puis c'est pas la démocratie, en tout cas. Fait que, c'est ça. Fait que moi, je t'ai rien fait, pourquoi tu m'attaques? Mais ça, là, c'est une mentalité que les farfadets y avaient avant. C'est une mentalité aussi de mafioso. Ou dans les guerres de gang, des choses comme ça. C'est comme, tu me laisses faire mes choses, je te laisse faire tes choses. Que ce soit réellement utile à la société ou pas, c'est en dehors de la question. Je t'ai rien fait que fais-moi rien, parce que donc, sinon, moi, je vais te faire quelque chose. C'est extrêmement primitif, là, ça. C'est de la logique de rétaliation. Finalement, ouais. Puis justement, on se connaît pas. Tu me connais pas, pourquoi tu me dis ça? T'es qui pour me dire ça? C'est ça. Fait que, tu sais, ceux qui sont les plus bébés gâtés, c'est pas nécessairement ceux qui sont les. Ceux qui sont les moins bébés gâtés, c'est pas nécessairement. Regarde, c'est pas parce que tu es full expérimenté en politique que tu vas être moins bébé gâté, au contraire. Tu vois ce que je veux dire? Prochain chapitre. Dis-moi avec qui tu t'associes et je te dirai qui tu es. Parce que là, c'est comme on parle ici d'une petite triade, pour ne pas dire une sainte trinité qui se crée. Ben, c'est ça, Stéphanie, exactement. Il faut que ce soit constructif. D'ailleurs, il va probablement me poursuivre en justice pour ça. Mais c'est pour ça que si je suis, en voyant quel bois qui se chauffe, il faut que je sois prêt à me défendre dessus. Mais moi, je suis tout à fait à l'aise de me défendre en cours de ça. Je dis, oui, c'est utile pour la société ce que je fais, et voici pourquoi. Puis à la fin de ce live-là, vous allez voir que c'est bip! J'allais dire crissement, là, mais c'est grandement utile, je crois, à la société tout ce que je m'en vais vous dire. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Fait que là, on est rendu avec une sorte de sainte trinité, là, tu sais, donc, qui est clairement qui se dessine, parce que, tu sais, oui, on est ouvert à tout le monde, mais non, clairement, manifestement, il y a un lien réel qui se crée entre Jonathan Blanchette et Jonathan Tétrault. D'ailleurs, Jonathan le revendiqué lui-même, il dit « Oui, je m'associe à Jonathan Tétrault ». Puis, le troisième élément harmonisant de la triade, c'est, bien sûr, Maxime Ouimet. Ben, Stéphanie Marchand, tu dis parlez-vous en privé. Ben non, j'ai expliqué pourquoi que je ne l'ai pas fait et que je ne le ferai pas. Puis à la fin du live, tu vas comprendre aussi pourquoi que ça finirait plus d'expliquer tout ça en privé, puis ça n'aurait pas vraiment d'importance. Ça ne filtrerait pas. OK. Donc, Maxime Ouimet. Je reprends l'opinion d'un de mes camarades. Il me dit que je trouve ça déplorable, puis je
cautionne tout à fait ce point de vue-là, que quelqu'un comme lui, sa seule solution pour le Québec, c'est finalement de crisser son camp et se sauver. Donc, finalement, de faire un déserteur de soi-même. Remarque, je dis ça, mais il y a deux catégories de gens qui quittent le Québec. Une qui est pas mal plus honorable que l'autre. Genre Marc-Alain Lavoie, qui m'aime pas puis j'aime pas. Là. C'est pas ça le point. Mais je suis capable de reconnaître un bon guerrier quand j'en vois un, puis je veux dire, lui, là, ça fait longtemps que je suis capable de voir de la qualité dans ce qu'il fait, mais non seulement il va s'être bien battu, mais il va être parti la tête haute aussi. Il n'a pas demandé à rien à personne. Il a juste dit, je m'en vais, point. Alors que, regarde, Ouimet, là, je ne sais pas si tu es conscient de ça. Lui, ce qu'il fait, là, il donne, en ce moment où on se parle, 1000$ de commission, donc de cote, à n'importe qui publicise son espèce de deal, là, son package deal tout inclus, là, incluant donc un visa, puis un espèce de forfait immobilier là, clé en main en Floride. J'ai fini par le dire, tu vois que c'est pas mon genre de truc. Fait que, exemple, tel influenceur qui a fait cette entente-là avec lui, il a plugué, donc il a réussi, il a amené 2 personnes, 2 clients de plus, il s'est fait 2000$. Je sais pas si vous remarquez, tu sais, le modèle d'affaires que ça représente, tu sais, tout ça, c'est pas juste, moi je m'en vais, puis je comprends qu'on s'en aille, là, c'est pas le fun de voir le communisme s'installer au Québec. Mais tu dis, OK, mais là, c'est une raison pour drainer l'argent, les capitaux et, en plus, les cerveaux, faire un exode des cerveaux du Québec en dehors du Québec. Ça, là, il y a un mot pour ça. Je ne le dirai pas parce que, vu qu'on va aller en cours, mais on peut-tu convenir à tout le moins que c'est purement antinationaliste? Maintenant, vous ne le comprenez pas, OK? On va juste le dire, on va donner un exemple de même. Colbert, le ministre de Louis XIV. Lui, c'était le contraire. C'était de faire en sorte qu'un maximum d'argent à l'époque reste dans le territoire français. C'était l'ancêtre du mercantilisme et du capitalisme d'État. Fait que, c'est-à-dire, là, on va faire toutes les entreprises, les premières textiles secondaires, on va les faire à l'intérieur du territoire français. Plus d'or qui reste à l'intérieur du territoire, plus les capitaux ils circulent là. Puis écoute, ça a fait vraiment. Ça a propulsé la France comme repropulsé la France comme la plus grande puissance de l'époque. Tu comprends, pas besoin d'être un champion d'économie pour comprendre ça. Normalement, tu veux que les cerveaux et les capitaux, t'es gardes à l'intérieur des frontières, pas tes exportes, c'est comme tu te vides de ton sang. Ben là, ça, c'est du monde de même. Puis, fait, là, encore là, t'es trop, c'est pas un hasard. Quand tu dis c'est vraiment un cas typique de qui se ressemble, ça semble. Ben, c'est exactement ça qu'il fait lui aussi, comme on va le voir tantôt. Bon. Mais là, en plus, quand on se dit que, écoutons, c'est ça, hein, il faut croire qu'ils sont allés à la même école, ce monde-là. Là. Ben, revenons à Maxime Ouimet, qui va avoir découragé bien du monde en qualifiant Jean Charest d'honorable Jean Charest. On parle ici d'un mondialiste avéré, là, et d'un membre du club Bilderberg. Là. Sans parler du fait que, tu sais, c'est du monde, que ce soit Jean Charest, Maxime Ouimet, là, c'est tout du monde qui croit manifestement, dur comme fer, au final, au vieux parti. Genre le Parti libéral du Québec. Les autres, c'est ça la solution pour eux. C'est pas une joke. C'est hallucinant. Là. On se croit dans un film. On pense qu'ils viennent nous niaiser. Ou ben non, ils n'ont pas compris ou ils se foutent de notre gueule. T'sais. Mais c'est pas juste ça. Jean Charest, là, au-delà de ce qu'on peut penser de lui comme personnage, il y a une affaire très importante à comprendre sur lui, indépendamment des convictions mondialistes là, qui sont manifestes. C'est un cas d'espèce de transfuge ou, si vous préférez, de girouette. Moi, pour vous dire, c'est dans les premières leçons de politique que j'ai eues, c'était quand j'étais au séminaire, au secondaire. Moi, j'ai cette capacité, cette espèce de don-là de me souvenir de bêtes affaires quand j'étais jeune, mes cours que tout le monde oubliait. Puis c'était notre prof, écoute, c'était en économie. Au secondaire, il n'y a pas de cours de politique, mais il faisait beaucoup de références à la politique. Puis il avait fait, à l'époque, ça venait se passer. Là. Jean Charest était parti de chef du Parti conservateur du Canada au chef Parti libéral du Québec. Puis il nous donnait ça comme exemple en voulant dire ça, là, c'est un homme qui n'a pas de conviction. C'est un homme qui n'est pas fiable.
C'est un opportuniste. Tu sais que s'il peut sauter sur un autre train, il va le faire. S'il y a un profit, un avantage à le faire. Même si les philosophies politiques sont très différentes. On va voir même qu'il n'y a pas rapport l'un avec l'autre. Moi, sur le coup, je comprenais comme pas trop parce que, tu sais, j'étais un flot pareil, tu sais, un ado. Fait que, tu sais, libéral, conservateur, ça a l'air pas mal tout de la droite, ça. Ben, sur papier puis en principe, oui, mais pas dans les faits. On va voir un cours de politique ici, surtout pas de politique fédérale versus provinciale. Mais ça serait intéressant. Là. Mais c'est sûr que vous êtes capable de me suivre. Là. Ça aujourd'hui, ou à la plus forte raison à l'époque, le Parti conservateur du Canada, le Parti libéral du Québec, c'est pas la même affaire du tout. Fait que ça, c'est du monde là que sont comme ça. Puis ça manque pas là, dans les genres de politicailleux qui font réellement partie du problème auquel on fait face, là, pour ne pas dire qu'ils sont le problème. Fait que, justement, pour ce qui est de Tétro, là, il n'y en est pas. Je pense que peut bien se tenir avec du monde comme Ouimet, puis qui se tient lui-même avec du monde comme Charest. Parce que, comme dans le genre transfuge puis girouette, là, on n'a jamais vu ça. Ça s'est sûrement jamais vu. OK? On va l'explorer un petit peu ensemble dans la joie. All right? Fait que là, pour commencer, tu sais, ça, là, c'est ça. C'est rare qu'on voit ça. OK? Comme je vous dis, on va revenir là-dessus. Ça, on va le revoir tantôt. Je ne commenterai pas tout ça tout de suite. Je vous laisse le regarder. Là, ça vient de l'intelligence artificielle. Puis, il y a aussi ça que là, j'ai pas le temps de commenter là-dessus. Il y a beaucoup de matériel à regarder, puis je commenterai pas sur tout. Mais dites-vous que, bien que, en fait, on va le découvrir ensemble, ce matériel-là, parce que je suis vraiment pas tout seul en arrière de ce live-là, OK? L'essentiel de ça vient pas de moi, je vous dirai pas de qui ça vient, on est comme une équipe. Je dirais pas que c'est mon équipe, parce que c'est pas mon chef, puis elle m'appartient pas, mais tu sais, je suis vraiment privilégié d'avoir eu ces acolytes-là. Je ne sais pas si c'est des hommes ou des femmes, je ne sais pas si c'est du monde que vous connaissez ou pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Mais il y a beaucoup de travail, on va avoir beaucoup de travail à passer à travers ça. J'ai au moins fait le minimum d'organisation pour être capable de faire le live, mais il y a une partie qu'on va découvrir pratiquement ensemble, OK? À tout le moins, en tout cas, une chose que j'ai faite, c'est que j'ai quand même fait une page. Puis, c'est parce que ça prenait ça. Là. Fait que là, on va d'ailleurs aller... ça, on va le lire tantôt. Là. Ouais, ici, OK? Ça, c'est la traduction de l'article français de Wikipédia, qui est ici, OK? Mais, juste avant, il y a... tu sais, ça, OK? Ça revient, dans le fond... aux même chose qu'on a vu tantôt, là. OK? Vous regardez bien qu'est-ce qui est écrit là. C'est quand même assez ridicule, c'est quand même assez incroyable. Le gars, il passe de. C'est encore plus fou que Charest, là. Tu sais, le gars, c'est un souverainiste, il passe d'un camp fédéraliste. Là, ça, c'est dur d'être plus, je veux dire, d'un extrême à l'autre que ça. Là. C'est rare qu'on a vu ça. OK, bon. Fait que là, t'as ça. Puis après ça, il y a surtout cette entrevue-là. Ça, vous irez regarder ça, là. Puis, d'ailleurs, je vais, à l'instant, vous la résumer. Okay? Vous résumez les points principaux. Je vais jouer ça, ça finira plus. Là. Ce qu'ils disent, c'est que, dans cette entrevue-là, je vous sauve des bouts, je suis gentil, hein, c'est qu'ils remarquent que, justement, après une historique péquiste et bloquiste, on va le voir avec l'article de Wikipédia, il veut se présenter non seulement au Parti libéral, mais comme chef du Parti libéral. Et pour ce faire, il est arrivé avec, pour rajouter une couche de n'importe quoi de plus, avec un moton d'argent. Je ne sais pas une somme, je sais pas, dans les grosses sommes, 40 000, je ne sais pas trop, whatever. Pour dire, ben oui, je me prends à ta chefferie. Puis même au Parti libéral, c'est pas le parti le moins corrompu de la Terre, on s'entend, là. Le Parti libéral du Québec, là. Ils ont fait, mais oui, mais de quoi tu parles? Ça se fait pas, on ne sait pas de même si ça marche. Puis l'expression, c'est pas de même ça marche, vous allez voir, c'est hallucinant. Avec Tétro, ça s'applique à peu près à tout ce qu'il fait. Même avec ce que je viens de dire, vous allez peut-être déjà remarqué. Puis c'est pas rien que ça. Dans l'interview, il se disait, quasiment en riant, que c'est spécial. Parce que là, lui, il n'est même pas déjà rendu là qu'il parle
de faire une coalition, puis même, voire même une fusion entre le Parti libéral et le conservateur. Vous voyez le genre d'attitude à Jean Charest, là, mais exposé en deux, là, je sais pas, ouais, c'est stéroïde. Là, ah oui, on veut fusionner ça. Ce à quoi Éric Duhem, évidemment, dit, genre, oublie ça. Il n'y a pas rien de politicien qui se respecte. Éric Duhem, c'est quelqu'un... Vous savez comment j'ai pesté contre lui, là. Mais tu ne feras pas croire qu'une chose est son contraire puis qu'un chat, c'est un chien. OK? Il sait extrêmement c'est quoi le conservatisme. Puis moi, je pense même... En fait, je crois qu'au fond de lui, c'est un vrai libertarien, mais il a pris un chemin tout croche, tant qu'à moi. Mais la conviction, l'idéologie, il la comprend parfaitement. Il ne commencera pas à s'associer avec ses pires ennemis. Bon. Fait mais écoutez bien la phrase qu'ils ont faite dans cette entrevue de radio-là. Ils ont dit, je vous la résume essentiellement, ça revient à dire, vu qu'il n'est pas pris au sérieux, peut-être trop parmi les gens sérieux, il s'en va courtiser les complotistes. Et, manifestement, ça marche. Donc, il n'est pas fou. Il sait ce qu'il fait. Il sait quel genre de personne vous êtes. Parce que je suis complotiste aussi, mais je ne m'inclus pas dans cette gang de complotistes-là. De toute façon, on va y revenir. Okay? Je ne serai pas trop chien puis bitch pour tout de suite. C'est mieux pour moi, puis je veux vous continuez à m'écouter un peu. Hein? Bon. Là, on va retourner. On va regarder un peu l'article de Wikipédia. Okay? Alors, en fait, l'article de Wikipédia, il est en anglais. Mais là, on va regarder la version française, ou plutôt juste les traduit avec l'IA. Là. Puis, même si c'est. Ou plutôt juste les parties que j'ai soulignées. OK? Nicolas Tétrault, blablabla, il a siégé au conseil municipal de Montréal de 2001 à 2005, initialement comme membre de Vision Montréal, puis pour l'Union des citoyens et citoyennes de l'île de Montréal, un parti rival. Encore la même affaire. Il faut croire que ça fait partie de lui, il prend goût, c'est plus fort que lui. Si ça va dans le camp, il faut qu'il aille dans le camp. Tu sais, l'art de brouiller les lignes, là, puis de tout mélanger. Là, tu sais, là. Campagne politique précoce. Tétrault s'est présenté aux élections de sa première élection, il y avait une vingtaine d'années, aux élections de l'Assemblée nationale lors de l'élection provinciale de 1994 en tant que candidat du Parti québécois dans la circonscription extrêmement sûre des libéraux. Donc, il était sûr de perdre, autrement dit, mais ça, c'était correct comme première expérience. Dans l'Est de Montréal. Le plus jeune candidat de la province à l'âge de 19 ans, il était étudiant au cégep pendant l'élection. Bien qu'il soit généralement reconnu qu'il n'avait aucune chance de gagner, il a reçu beaucoup d'attention médiatique. Il s'est décrit comme le genre de nationaliste, par exemple, ouvert à la discussion. Ouais, tu vois, genre, ah ouais, je suis nationaliste, mais c'est pas tant que ça. T'sais. Il s'est ensuite présenté comme candidat du Bloc québécois dans la circonscription de Brossard, la patrie, près de Montréal, lors de l'élection fédérale de 2000. Il avait 25 ans. Jusqu'ici, c'est quand même logique, tu sais. Ouais, PQ, d'aller du PQ au Bloc, parce qui vont vous reprocher ça? Ça serait niaiseux de reprocher ça. Même peut-être quelqu'un qui passe du Parti libéral, fédéral ou provincial, ou vice-versa, c'est dans l'ordre des choses, vous comprenez? Mais PQ Bloc d'un bord, pouf, libéral, ça c'est... Chef libéral, c'est cassé rapoté. Puis même chose au niveau municipal, comme on vient de voir, OK? Fait que c'est le mélange des genres, hein, tu sais. Il y a eu comme ça la division Montréal, division Plateau Montréal, bon, blablabla. Vous pourrez regarder tout ça dans le détail, là. Pendant l'élection de 2003, il a critiqué le Parti libéral pour sa promesse de tenir des référendums sur les déménagements municipaux. Fait que donc, il était pro-fusion. Hein? Donc, c'est ça, c'est de la centralisation. Il a démissionné de Vision Montréal pour siéger comme indépendant le 4 mars 2004. Puis, la même année, il a rejoint donc, le parti opposé. Là, ça, on va le voir plus tantôt. Là, c'est plus, 2013, c'est le groupe qui avait fondé a obtenu 3 licences pour lancer de nouvelles stations de radio AM sur le marché du travail. Les stations de radio parlaient anglais et français, les stations radio sportives françaises. Cependant, en août 2016, les stations n'avaient toujours pas été lancées. La licence de radio sportive française avait expiré. Les 2 autres licences avaient aussi expiré en novembre. Ça n'avait pas été lancé d'ici là. Tous ces articles-là aussi, vous pourrez les regarder. Là. De toute façon... là, ce qu'on va faire, c'est que ce genre de contenu-là, on va le passer à travers des screenshots. Fait que on a de l'avion autour de là, je vous avertis tout de suite. Fait que pour commencer, on va regarder c'est qui, tu sais, toujours dans un esprit de qui se ressemble, ça semble, c'est qui les autres petits nanis à Nicolas Tétrault, le genre de monde avec qui il se tient. Hein, tu sais, comme au secondaire, avec qui tu te tiens.
Fait que dans quelle gang que t'es, tu sais, là. Mais regardez bien ça, je pense que normalement, vous seriez censé avoir les culottes à terre un petit peu quand vous allez voir ça. Si vous n'avez pas les culottes à terre, c'est pas normal. Ça, j'avais fait un post avec ça. Un grand ami du Mossad. OK? On va reparler du Mossad dans quelques secondes. Pourquoi que je ne suis pas capable de voir là? On va y aller de même, du coup, non? Toujours le principe du Mossad, là, mais puis ici, regardez ça. Je suis très fier de ma relation avec le Mossad. Donc, tu vois quelqu'un qui est très proche du milieu, en gros, juif. C'est aussi. Ah, puis ça, on va le regarder tantôt. Puis, ouais, OK. Fait que là, OK. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut penser de ça? Le Mossad. Là, je suis sur Internet, sur Facebook, puis je vais calculer chacun de mes mots. Quand on parle du lobby juif, il faut faire très attention parce qu'ils sont très puissants, ils contrôlent tout, puis notamment les réseaux sociaux, puis tout, puis les lois, puis c'est les autres qui s'organisent pour que du moment que tu parles contre eux, tu te fais taxer d'antisémite. Déjà, vous voyez une bonne partie du problème. Mais justement, vu que je ne peux pas commencer à parler trop de ces choses-là, parce que je vais me mettre dans le gros pétrin, je vais juste vous dire une chose. Si vous n'aviez pas compris qu'Israël, cette puissance-là, est extrêmement puissante quand on contrôle genre le président Trump et les présidents américains depuis tout le temps, si vous n'avez pas compris que le lobby juif, c'est un lobby des plus puissants qu'il n'y a jamais eu d'histoire, au moins comparable à celui de la franc-maçonnerie, là, pour ce qui est d'être un master of puppet, de tirer les ficelles d'à peu près toutes. Lucky, ouais. Puis, mais que c'est probablement encore pire, là, je veux dire, pour le moins qu'on puisse dire. C'est plus puissant et plus dangereux. Il y en a qui vont parler de la pègre juive, OK? Je calcule mes mots, j'essaie d'en dire le moins possible. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que si vous n'avez pas compris ça, bien, je vais tantôt après live, je vais vous monter une page juste pour vous, juste pour ça. Parce que, avec des extraits soigneusement choisis. Tant pour ce qui est du comportement d'Israël vis-à-vis de la Palestine et des Palestiniens, que sur la scène mondiale, comment ils peuvent à peu près tirer je ne sais pas comment de ficelles. Puis je veux dire, écoutez, le Mossad, donc comme je l'ai dit dans le post, c'est l'équivalent du KGB là, en termes de service secret israélien. Mais je veux dire, je les compare au KGB, mais considérant le genre de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité qu'ils font en Palestine, ça serait peut-être plus logique de les comparer au service secret d'une certaine police secrète, puis il y a une police secrète qu'il y a eu en Allemagne pendant une certaine période. OK? Je fais attention à chacun des mots que je prends. OK? Mais là, si vous ne allumez pas là-dessus, je ne sais pas quoi dire. OK? Ouais. Mais vous irez voir la page. Vous irez voir la page. C'est ça que je veux dire. On ne passera pas un live là-dessus. Je ne peux pas refaire votre éducation, en tout cas, pas tout d'un coup, one shot de même. Pas à soir, on va faire un live qui finit plus. Fait que, regardez ça maintenant. Regardez bien ça. Ça, c'est à Dubaï. Global Family Office Investment. Là, tu as le mot Trump en arrière. Là, on dit, Trump, ça c'est bon. Mais non, c'est pas bon. Justement, Trump, lobby juif, c'est comme ça. Il n'y a jamais eu un président aussi chummy avec les juifs puis le lobby juif que Trump. Ça, vous allez voir les liens. Puis, mais anyway, si vous n'avez pas compris que Trump fait partie, non pas de la solution, mais du problème, vous allez voir l'autre page que je vais vous mettre aussi dans la description. Mais là, c'est pas faire un cours sur Trump encore là, mais regardez. Moi, quand c'est global, puis Connecting Minds, puis à Dubaï, moi, je dis que c'est louche. Mais ça, c'est my 50 cents à moi, là, on va dire. Vous allez voir pas mal de 50 cents dans tout ça. Bon, OK. Fait que là, il y a aussi ça qui est spécial. Tu sais, au niveau de Dubaï, là. En tout cas, tu vois qu'il. C'est vraiment si spécial que ça. Des fois, je vais vous montrer des affaires que c'est. Bon, c'est tel que tel. Je l'ai.
je le partage par information, tout simplement. J'ai pas nécessairement une grande théorie incroyable à faire sur tout. L'idée pour moi, c'est je vous shoot l'info, puis vous ferez bien ce que vous voulez avec, vous penserez bien ce que vous voulez. C'est ça, informer, hein, en principe. Bon, parlant de ça, là, on serait rendu au bout qu'on va parler de son travail en tant que courtier. Je vais passer ça en rafale, essentiellement, mais quand même en regardant les grandes lignes. On va voir qu'on interprète un petit peu ensemble. Surtout que, comme je vous dis, je les découvre pratiquement en même temps que vous autres, là, ces trucs-là. J'ai mis beaucoup de temps pour départager. Écoute, ça fait de la journée que je travaille là-dessus. Dites-moi pas que j'ai botché, là. C'est pas ça l'idée. C'est que j'ai... Salut Sylvain. Bon, OK. Fait que, premièrement, ça, c'est son dossier de courtier. Puis ça, c'est les 3 décisions disciplinaires, OK? Des jugements qu'il y a eu contre lui. Puis ça, c'est comme il y a un appel qui est rejeté. Par rapport à ça, vous voyez, si on va sur mon site, on retourne sur mon site internet, là, c'est où ça? C'est... OK, c'est là. Ouais. Fait que ça, là, tu sais, si vous voulez accéder à ça, là, c'est que vous cliquez sur ici, OK? Vous prenez ce numéro de dossier-là ou l'autre, puis vous l'entrez. Tu sais, mettons, je fais un copier de ça, je clique là-dessus, puis je le rentre là, OK? C'est un peu compliqué, mais ça se fait par du monde, OK? Fait que la preuve, c'est qu'on l'a fait, on va dire, moi puis ma super équipe, pour dire ça de même. Puis, justement, c'est fait qu'on vous en donne le fruit là, sur un plateau. C'est pas le fun? Donc, justement, voici où est-ce qu'on en était. Le comité estime que l'intimé présente un risque élevé de récidive vu son défaut de respecter l'ordonnance de supervision puis l'ordonnance de suspension entraînant de fait même la commission des infractions reprochées à la présente plainte. Ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre, OK? On va juste regarder ça ensemble. À la fin, je pense que ça devrait faire du sens. Finalement, l'intimé a reçu des rétributions de 2 personnes alors qu'il n'avait pas conclu un contrat de courtage. Les parties sont considérés des facteurs aggravants suivants: mise en péril de la protection du public, gravité objective élevée des infractions, antécédents disciplinaires de l'intimé, son expérience dans le domaine immobilier, risque de récidive, faillite personnelle, compte bancaire aux îles Caïmans. Ça va revenir, ça. Statut de courtier inactif, disabled, OK, donc il n'est plus courtier pour toutes ces raisons, finalement. Résultant de ça. Concernant les immeubles, l'estimé n'est pas déposé la fideicommis a faussement déclaré. L'intimé a faussement déclaré qu'il n'avait pas la somme de 50 000, ça c'est comme du parjure, dans le fond, versé à titre d'acompte. L'intimé n'a pas évité de se placer en situation de conflit d'intérêts à titre de promoteur, comme étant ici une infraction à l'article 2 du règlement sur les conditions d'exercice d'une occupation de courtage, et qui se sent un bouc émissaire à cause de la réglementation déficiente. Ah bon. Dans le cadre d'une enquête menée par l'intimé, l'appelant a faussement déclaré qu'il n'avait pas la somme de 50 000 $, ça on l'avait dit tantôt. Au chef 1 ordonne la suspension du permis de courtier pour 60 jours. Suspension du permis de courtier, blablabla. 2015, l'organisme ça c'était son organisme à lui. En 2015, l'organisme était capable d'avoir enfreint les règles régissant les courtiers immobiliers parce qu'il représentait le propriétaire du terrain qui accueillait l'antenne de blablabla. Tétro avait divulgué le conflit d'intérêt à son client, mais le tribunal a jugé que ce n'était pas suffisant. Il était suspendu 30 jours à la suite de cette affaire. Ça, par exemple, je pense que c'est plus relié à l'affaire de la station de radio. On va y arriver tantôt. De mémoire, je n'ai pas pris son 50 000 $. 50 000 $, je n'ai jamais pris. Je n'ai pas pris les 50 000 $. Non, il m'a offert 500 000 $ de remboursable. J'ai dit non. Fausse déclaration. Une suspension suivant une décision intimée à poser des actes de courtage relativement... Donc, OK. Alors que son permis faisait l'objet d'une suspension suivant une décision du comité de discipline, l'intimé a posé des actes de courtage relativement aux promesses d'achat suivantes. L'intimé a réclamé une rétribution aux personnes suivantes. Cela dit, l'intimé fut déclaré coupable de 3 chefs d'accusation de la plainte.
Donc, soit exercer sa profession sans que celle-ci soit encadrée, participer à plusieurs heures de courtage et perçu des rétributions. Il dit vivre des moments difficiles dans sa vie, encore de la victimisation, le courtage est la seule façon de gagner sa vie. Il dit ne pas avoir menti, qu'ils se sont mal compris, qu'il n'était pas de mauvaise foi. Il a dit mais il a dit quelque chose de blanc. OK. L'intimé, il dit quand même. L'intimé. Entraîné vers une faillite personnelle. Bon, il dit je suis obligé d'emprunter et payer l'épicerie de ma famille. Toujours ça, il fait toujours pitié, tu sais. C'est jamais de sa faute. Là. Conclut que les trois chefs concernent des événements distincts. Donc, à cause de ça, son appel a été rejeté. OK. Phew. Ça, c'était, bon, quand même beaucoup de matériel. On est passé à travers. Ben, tu me dis skip, Luc Patrice. Tu sais, j'essaie de... C'est quoi le moyen que je peux de vous passer ces informations-là? C'est sûr, c'est du... Tu sais, je veux dire, on vous a tout pré-mâché ça, on vous lit sur un plateau, il faut quand même passer à travers, là, tu sais, je peux pas juste... Il n'y a pas un million de façons de le faire. OK, là, ça, là, c'est par rapport à sa station de radio. Là, c'est vraiment spécial, cette affaire-là. Sur le site, là, vous allez voir, c'est tout... ces liens-là, ces pages-là, ces articles-là qui ont été faits sur le sujet. C'est un peu complexe, là. Je n'ai parlé un peu tantôt. On va encore là parcourir ça ensemble, puis on verra bien ce que ça donne. Hein? C'est l'IA, comme on peut voir, qui nous résume tout ça. Donc là, il avait signé une entente pour louer un site de transmission à Kanawake. Le coût estimé en montant mensuel à 5 chiffres, montant important. Aucune station n'était encore opérationnelle malgré les extensions de délai, des promesses publiques, des engagements répétés. J'ai jamais compris c'était quoi cette affaire-là, d'acheter cette station de radio-là puis de jamais rien faire avec. Pas de personnel en ondes, pas de studio annoncé, pas de programmation de branding, des rares efforts tangibles. Donc, il y a une affaire de... Le CRTC, en fond, il n'a comme pas aimé ça parce qu'il y a un manque de transparence, absence de résultats concrets, coûts significatifs engagés sans qu'on voit la mise en onde de programmation. Pourquoi je trouve ça extrêmement utile de mentionner ça, c'est que quand vous allez voir tantôt le genre de commerce dans lequel il est, le genre d'offre et de marketing qu'il fait, moi, j'y penserais à 2 fois avant de faire confiance à quelqu'un comme ça. Vous voyez le genre? Surtout que là, ça, c'est rien comparé en termes de genre de promesses et de marchandises qu'il prétend livrer comparé à ce qu'il fait aujourd'hui. OK? Il peut même m'envoyer des mises en demeure. Annoncer une offre d'achat de 81 milliards. Les 2 fréquences seraient en ondes peu de temps. Enfin, encore là, il y a rien qui... c'est censé être en ondes, mais ça se fait pas. La licence de T3 a été suspendue pendant 30 jours en conséquence. TTP Média, ça c'est sa station, a besoin d'argent. Les partenaires investissaient 4 milliards, ce qui avait déjà négocié, Tétro n'a peut-être pas ce genre de crédibilité, puisqu'il vient tout juste de passer par une faillite personnelle. Ils ont été renouvelés. Ça s'en va où, ça? C'est quoi? C'est bizarre. L'article, le partenaire un étudiant il va utiliser une famille familiale pour détenir des forts d'entreprise. C'est comme tout le temps, là, bon, il encore du mélange des genres. On pas une fiducie familiale, mais c'est pour faire autre chose que ça. Blablabla. Le genre d'homme d'affaires avec lequel je ne veux pas faire affaire. Là, le groupe voulait garder ça, c'était pour maintenant quelque chose de révolutionnaire en radio. Il glisse une blague apparemment de rumeurs d'opérations d'espionnage qui rectifie immédiatement. Détient des licences pour 3 stations AM à Montréal et pourtant rien ne sort publiquement, aucune station ne diffuse. Il dit que le groupe travaille activement, qu'il souhaite attendre d'être prêt avant d'annoncer quoi que ce soit. Ça, en fond, c'est résumé des articles que je vous ai montrés tantôt. Ça. Après 2 ans, un coût mensuel élevé, aucune information sur l'équipement en ondes.
Zéro employé, conflit entre partenaires, rachat possible. Ça sent pas bon. Alright. Fait que, dites-vous tout ça, c'est rien qu'une entrée en matière. Hein? C'est question des factures. On fait une enquête. Là. Je fais une enquête. On fait une enquête, moi puis ma gang, puis je vous montre ça. Là, il reste deux petits dossiers mineurs, comme, pas des amuse-gueules, mais c'est comme un souper à plusieurs services. Là. Puis le vrai plat principal, il vient après ça, OK? Là, ça, c'est une affaire de la poursuite de 3,3 millions, OK? Être ici sur le site, regarde, c'est cet article-là. Là. 3,4 millions de recours contre un courtier. OK? Vous pourrez le lire, là. Mais là, nous, ce qu'on va lire à la place, c'est ça. Toujours un résumé par ChatGPT. Tétro déclare ne plus pouvoir revendre ses condos en raison de la réputation de l'immeuble. C'est pas l'affaire la pire qu'il a faite, mais c'est toujours d'affaires louches que. Il a voulu acheter un terrain, mais il aurait été victime de pression indue qui l'a fait changer d'idée. C'est toujours moyen, c'est bien compliqué. Il y a accès à 3 propriétés, la tour blablabla. Cette tour est perquisitionnée à la Sûreté du Québec en cause d'une enquête sur l'ex-maire de Laval, Gilles Vaillancourt, accusé à l'époque de corruption et de gangstérisme. Je suis pas en train de dire. Moi-même, j'essaie de comprendre. Mais vous voyez, c'est le genre de personne que. Bonne chance pour comprendre. Il faut vraiment vouloir essayer. Puis c'est toujours louche. Il y a toujours anguille sous roche, on disait. C'est jamais. Ce qui est annoncé, c'est jamais ça. Il y a toujours une complication dans celui d'une autre. C'est pas net, là. Hein? Bon. OK. Fait que là, je veux dire, quand même une poursuite là, de 3,4 millions contre lui. Là. Bon, fait que, en tout cas, autre affaire louche. Fait que ça, c'est la dernière. Merci, Karine. C'est bien fun. Tellement le fun, tu trouves ça intéressant, Karine. Fait que là, OK, ça, c'est un melting pot de différentes choses. Après ça, on passe au sérieux, comme je disais. L'Agence du revenu du Canada, avec Revenu Québec, détient 70% des dettes non garanties de Tétro. Il a pas mal endetté, y compris un compte bancaire aux îles Caïmans, un investissement qui estime entre 500 000 et 700 000 dans TTP Média. Tétro a refusé de répondre aux questions. Là, tu vois, il refuse de répondre aux questions, puis quand on parle de lui, il fait des mises en demeure. Hein, tu vois le genre. Là. Il insistait sur le fait qu'il n'y avait pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire. Tu sais, des réponses de politiciens. C'est quoi l'histoire? Il n'y a pas d'histoire. La participation est détenue par l'Internet de la fiducie familiale, on l'a vu tantôt, tu sais, là, bon, ce que j'ai demandé plus d'infos, de m'a suggéré de parler à un comptable. Il a mis fin abruptement à la conversation. Tu vois qu'il ne veut pas qu'on parle de ces affaires, puis plus ça va, plus je le comprends. La MF a émis une ordonnance de blocage visant Nicolas Tétro, encore une autre affaire. L'affaire Prix globale concernant des investissements non autorisés, des transferts de fonds vers des juridictions étrangères comme les îles Caïmans. Bon, c'est Caïmans à louche. Ah! Non, mais tu sais, bon, il faut faire attention. On va-tu faire des stéréotypes, genre, tous ceux qui ont des comptes bancaires aux îles Caïmans sont pas bons? C'est pas ça. Ou est-ce que. Il ne faudrait pas non plus assumer, j'imagine, que c'est toujours de l'évasion fiscale. Mais, ce qui est sûr, hein, comme on disait tantôt, c'est encore l'exode de capitaux. Puis moi, c'est pas le genre de choses qui m'inspire confiance, je sais pas pour vous. Puis, c'est comme quand tu as des complotistes, puis tu dis qu'est-ce qui vous fait dire qu'il y a un complot? Ben là, c'est parce que quand il est rendu avec 1 million d'éléments, peut-être c'est parce qu'il y a quelque chose, puis que ça sent pas bon, tu sais. Moi, de toute façon, vous ferez votre propre opinion. On vous livre le fruit de nos recherches. That's it. Ce qu'on a réussi à trouver, on vous le lit. Après ça, regarde, c'est ça qui est ça. Là. Des faits, c'est des faits. Oups. Ça, c'est quoi ça? Advanced Medical Center, 21e, à Dubaï, investissement des family office, ça c'est ce qu'on a vu tantôt, OK. Une affaire à Dubaï. 2,4 millions de dollars de dettes non garanties. Hein? Syndic de faillite. OK, ça, c'est une grosse faillite. Hein? Ouais. Tétro, Bancoli, blablabla. Tétro fait une demande à la commission sur le changement de propriété. Fiducie familiale pour 100 $. Tétro est principal fiduciaire. Tétro confirme qu'il y a 100% Bancoli. Il y a quelques semaines que Tétro a publié une vidéo sur l'investissement étranger. La possible.
L'évitation était trop précise que les investisseurs étrangers peuvent détenir jusqu'à 30% d'une entreprise de radiodiffusion. Il identifie son message avec les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, Inde, Israël et les Caïmans. Moi, je trouve que c'est le genre de mode de fonctionnement d'un internationaliste mondialiste qui est typique des gens qui sont proches d'Israël. On va dire ça comme ça. Et qui pensent et fonctionnent de la même façon. Non? Oui? Non? Anyway, c'est ça qui est ça. Hein? Fait que, demande faillite personnelle, ils ont proposé de payer 200 000 sur 5 ans. Peut-être qu'ils essayent de moyenner par rapport à sa faillite aussi. 70% de dette garantie, bataille judiciaire concernant ses actifs, les débiteurs accumuler des dettes. Tu sais, quand tu vois ce genre de paysage financier-là, que le gars, il est toujours en train de courir après sa queue, puis il y a une dette, puis ci, puis ça. C'est comme dans les films, tu sais, comme dans Scarface. Bon, je vais retenir ça en cours si je dis ça. Mais tu sais, comme. OK, tu es toujours en train d'éteindre un feu, puis ça. Ben, gardez ça en background par rapport à quand on va regarder son entreprise moderne puis les services qu'il offre. Tu sais, n'oubliez pas, il est toujours en train. Tu sais, ça, c'est ce genre de pseudo-riche-là il faut toujours qu'il starte quelque chose pour payer la dette de l'autre affaire qui n'a pas marché avant. Vous voyez le genre, là? Les débiteurs de le compte bancaire aux îles Caïmans, l'investissement qui est estimé entre 500 000 et 700 000 en TTP Média, refuse de répondre, participation détenue par le fiduciaire familial. Ça tourne en rond, là, mais écoutez, c'est ça. Ça consolide en même temps qu'est-ce qu'on dit puis qu'on voit. L'entreprise n'a pas commencé l'activité, versé aucun dividende ni salaire. Encore, on a une entreprise qui part pas, puis qui marche pas, puis qui fait pas sa job. La commission de changement de propriété. Il y a un autre fiduciaire ici. On achève, là. Ah, on a fini. Ouais, c'est ça, on a fini. Phew! Ah, c'est compliqué, puis tu comprends, moi, c'est pas ma spécialité, là, tu sais, je veux dire, je fais un job que personne ne veut faire, c'est ça ma spécialité. Parce qu'il y a personne qui voulait dévoiler ces infos-là. Je les comprends, parce que c'est moi qui va parce que on s'entend que j'ai des fortes chances que je me mette dans la marde avec ce genre de bonhomme-là. OK! Maintenant, les chambres hyperbares, qui sont le produit principal qui vend, comme je vous le disais. Là, on va commencer à se comprendre sur quelque chose. Des vraies chambres hyperbares, en fait, c'est des vraies machines à pression qui sont en métal. Okay? D'ailleurs, on les appelle les poumons de fer, qui ont été inventés et utilisés à cause de la poliomyélite. Ça fonctionne, ça faisait des résultats apparemment très époustouflants et à couper le souffle. Oui, oxygène, couper le souffle. Sauf que lui, ce qui est spécial, ce petit futé de petit coquin, c'est que ce qu'il nous vend, il nous présente comme des chambres hyperbares. C'est en fait pas des machines en métal, mais des tentes à air ambiant, des espèces de cossins gonflables qui peut-être même ne fonctionneraient même pas avec de l'oxygène. De telle sorte qu'il n'y aurait même pas d'oxygène là-dedans. Vous voyez le genre? Ce serait pas surprenant avec ce genre de personnage. Regardez. Là, on va regarder ça, puis on va commencer par des photos, en s'appuyant bien sûr sur ce bon vieux principe, voulant que une image vaille 1000 mots. Ça, c'est une vraie chambre hyperbare. Point barre. Là, après, ça, c'est quoi ça? C'est son genre de ballon, lui, qui vend. Regardez. Une espèce de ballon gonflable avec une genre de petite pompe, là. On dirait une pompe à bicycle, là, je sais pas, une pompe à maintenant pneumatique, là, tu sais. Et puis là, écoutez, on va se comprendre. Là, moi, je suis pas spécialiste encore là. Peut-être que ça marche, mais peut-être qu'il y a des doutes, peut-être que ça marche pas aussi. Tu sais, au même titre que dans un procès, parce que même ça va aller en cours, mais je pense qu'il y aurait le droit à sa réplique, il y aurait le droit il faudrait, en fait, qu'il contre-argumente là-dessus. Je dis pas ça. Mais moi, j'ai le droit de faire mes représentations, pour ainsi dire, de faire mes allégations. Mais puis ce qui est sûr, c'est qu'il y a une différence marquée, fondamentale, globale et totale entre une vraie chambre hyperbare, or ça, il ne le mentionne pas, et encore moins il le mentionne clairement. On va le voir, OK? Fait que, vous voyez, regarde, c'est ça, tu sais.
Encore cette espèce de grosse ballonne-là. Ça, c'est une vraie chambre hyperbare. Vous voyez, une espèce de sous-marin, tu sais. Ou tout le moins de scaphandre, tu sais. Versus ça, tu sais. Ça c'est son sens, là, Arthur Tétrault. OK. Fait là, on a fait le tour. Là, ouvrez bien vos yeux puis attachez vos trucs parce que là, on va regarder ce que l'intelligence artificielle, qui a la vérité puis qui a réponse à tout, hein, on s'entend. Ah, Luc Patry, tu dis que c'est un charlatan. C'est toi qui dis. Moi, je le dis pas. Moi, je dis juste que c'est spécial. On va dire ça de même. OK? Bon. Là, c'est ChatGPT. Là, il va accuser, il va actionner ChatGPT. Il va lui dire je te mets en mesure, en demeure ChatGPT. Ben, il fera. Mais c'est pas moi qui dis, c'est elle. Moi, je me cache derrière elle. Ce qu'elle dit, ChatGPT, c'est qu'une vraie chambre hyperbare, c'est rigide, en acier, blablabla, concerne des pressions élevées et stables. Ah ah! Ça, c'est important. On parle d'une chambre sous pression, comme un autoclave, là. Vous voyez, genre? Versus ici, plastique souple, pression maintenue par gonflage, donc pression limitée. C'est un critère éliminatoire. Pression atteignable, ça, regarde, tu vois, c'est ce genre de pression que tu as avec une vraie chambre médicale hyperbare certifiée. On parle de légère surpression. Dans le cas de tétro. Légère suppression, pas de l'hyperbarie thérapeutique au sens médical. Matériaux et sécurité. Souvent, ça serait de l'air enrichi plutôt que l'oxygène pur. Donc, verdict de l'IA, ce ne sont pas de véritables chambres hyperbares. Structure gonflable, blablabla. Au niveau de matériel de sécurité, donc, ça, je l'avais-tu mis ailleurs, ça? Donc, d'habitude, ils sont certifiés, alors que là, puis sont gonflables en matériaux plastiques, risquent même d'incendie. Cas d'utilisation sont utilisés pour le bien-être, ne sont pas reconnus pour ci, ça. Conclusion nette. Ce sont des caissons gonflables de pressurisation légère, pas des chambres hyperbares, même si elles imitent visuellement certains éléments. Pourquoi le mot hyperbare était ça ici? Parce que, regardez ça, elle n'est pas folle, l'IA, elle est capable d'interpréter aussi, elle dit c'est du marketing. Le mot sonne médical, il inspire autorité, science et traitement, il crée une confusion volontaire avec l'exonie hyperbare clinique, alors que concrètement, blablabla. Le cœur du problème ne réside pas dans l'objet lui-même. Le problème réside dans le discours autour. Ah, tu sais, dans le genre fausse présentation puis publicité, fausse publicité. Là, il va me poursuivre en justice. On s'entend-tu que j'étais à l'aise de plaider là-dessus en cours? Ouh yeah. Surtout que il y a des antécédents, le gars. Il n'en est pas à sa première... c'est quoi le mot? Le mot... je le dirais pas. Il n'en est pas à sa première petite tour de passe-passe. Vous voyez le genre? Fait que c'est qui le cave, là, tu sais? Pas moi, en tout cas. Donc, quand on montre un manomètre, pas une chambre, ça laisse croire un encadrement clinique. Ah oui, un manomètre, c'est ça. OK, moi, je comprends. J'avais enlevé cette image-là, là, mais regardez, on le voit ici. Là. Peut-être tu vois un manomètre comme ça. Là. Ça pour l'IA, c'est comme louche. Je ne comprends pas nécessairement, je vous l'avoue, ce bout-là, mais on s'en fout de moi. C'est tant mieux si vous le comprenez. OK. Le cœur du problème, donc, ça ne réside pas dans l'objet lui-même, mais dans le discours autour. En résumé, l'objet existe, produit une légère surpression, peut donner une sensation de bien-être, mais c'est pas une barbarie, ça ne remplace aucun pathologie. Le vocabulaire sert à vendre, pas à soigner. Fait que, regarde, voyez-vous la petit décalage, petit contraste, la petite contradiction entre j'ai plus de bien-être. Ouais. Versus j'ai les bienfaits associés à une vraie chambre hyperbare. Oh! Pas la même affaire, là. Tu sais, regardez comment je vais le formuler.
mettons quelqu'un, là, je dirais pas que c'est ça, je dirais pas que c'est ça, je ne vais pas l'accuser de ça, mais quand on parlerait de charlatanisme, là, c'est quoi si c'est pas ça? Tu sais, la notion d'effet placebo, mais ignorer en partant en soi, là, ça veut dire, ah ben oui, j'ai un effet, je me sens mieux, ok, ça veut pas dire que tu as un vrai bénéfice médical. Mais là, de faire passer l'effet, je me sens mieux pour le vrai bénéfice médical pour lequel tu payes, c'est une autre affaire. On se comprend-tu, là? C'est pas compliqué ce que je dis, là. Non. C'est pas. C'est séparer l'objet de la narration. Ça fait bien ça, l'IA. Hein? Peut t'aider pour faire une critique publique béton, écrire un texte pédagogique, blablabla. C'est intéressant, pareil. Elle est quasiment en train de se fâcher, l'IA. Donc, en résumé, hyperbare, basse pression, expression clé. Ils utilisent le mot hyperbare, ce qui ne serait pas censé. Ils accolent basse pression pour se protéger légalement. Résultat, crédibilité médicale et parapluie juridique. C'est une formule typique de zone grise marketing. C'est carotte. Vive l'IA. Lorsque bien utilisé pour des bonnes causes, bien sûr. Sur le coussin, aucun médical, aucun thérapeutique certifié, aucune oxygénérie, rebranding sémantique, c'est volontairement non falsifiable. Aucun médecin affiché, aucun protocole clinique reconnu, aucune éducation médicale officielle listée. L'imaginaire médical remplace la preuve médicale avec une lecture honnête et rigoureuse. Il se trouve à vendre en fait une expérience de pressurisation légère dans un cadre de bien-être, donc un certain feeling de bien-être avec un discours prudent juridiquement. Bravo, ils se sont protégés, ils se sont donné cette intelligence-là au moins. Proximité avec l'hypermarie médicale, bénéfice physiologique comparable, sérieux clinique, c'est là que le marketing opère. C'est du marketing de crédibilité médicale, c'est des narratifs mais narrativement orienté, mot pervers utilisé comme avis d'autorité, pas comme description. Donc, mise en perspective, il combine 3 leviers classiques. L'émotion, expérience personnelle forte et humaine, crédibilité perçue, citation d'un médecin reconnu, positionnement premium, prix élevé, environnement sécuritaire, mais transformation. Ce que tu ne fais pas, il ne publie pas d'études cliniques, ne montre pas de statistiques de résultats, ne revendique pas de statut médical officiel. On ne parle pas ici d'une offre médicale réglementée avec preuve clinique publiée. Tente d'air ambiant. Ça, c'est ça le vrai produit. Ça a les listes de prix. OK? C'est pas des petits prix, bien sûr. C'est pas des gratteux de petits prix. Connexion émotionnelle. Ça, c'est des notions de guérison, espoir, reconstruction, compassion. Aucune donnée. Pas de médecin. On se répète là. Ça, c'est son site, la chose Facebook. Ah oui, ça, c'est l'autre affaire. Cancer, cryoablation, technologie médicale avant-gardiste, disponible ici à Monterrey, au Mexique, blablabla. La cryoablation est une procédure médicale qui consiste à détruire une tumeur en la congelant, généralement à l'aide de gaz très froid, blablabla. Puis, OK, bon, là, on va jaser un peu à ce sujet-là. On va retrouver mes notes. Ils disent, nous vous offrons ce service, l'affaire de traitement pour geler les cancers. Déjà, nous, il n'est pas médecin, mais il fait comme si il était dans la gang, des pros médicaux. Là. Mais remarquons que ce qu'ils présentent comme étant une technique avant-gardiste révolutionnaire, blablabla, c'est surtout expérimental. C'est de telle sorte que c'est notamment pas notre médecine à nous, au Québec. C'est donc pas pour rien qu'il s'en va au Mexique pour appliquer ça, puis attirer du monde à lui. Là. Fort probablement qu'il ne serait jamais capable d'opérer ça ici. Ça serait pas permis. Fait qu'il se protège légalement en étant ailleurs, probablement parce que c'est pas les mêmes lois, que c'est plus laxiste. En plus, il dit de passer par lui-même pour prendre, autrement dit, l'argent des femmes qui ont des cancers. Parce qu'il dit, ben oui, c'est pour les mettre en contact avec les médecins du Mexique. Donc, il va charger, évidemment, le séjour, prendre sa cote, en se mettant donc comme intermédiaire par rapport à ces médecins-là du Mexique. On peut-tu réutiliser, on peut-tu s'entendre sur le fait qu'il, dans le fond, il fait du Maxime oui-mais. Ça se ressemble pas mal, hein? Vous trouvez pas? Le même modèle d'affaires de
on exporte des capitaux ailleurs, on draine l'argent du Québec, puis dans des affaires louches. On va dire ça comme ça. Qui se ressemblent, s'assemblent. Les loups ne se mangent pas entre eux. Maintenant, je vais finir avec ça. Ouais, c'est ça, puis il y aurait plus d'impôts en plus. Quoi, tu sais, mais c'est capoté, correct, quand on regarde ça. Par rapport à son fils, tu sais, ah, mon fils, il est malade, il est malade. Mais pourquoi son fils, il aurait droit à des soins d'un demi-million de dollars, puis pas les autres? Puis là, on parle de quelqu'un qui fait des vidéos d'enfants handicapés, en l'occurrence son propre enfant, pour aller chercher de l'argent avec ça. On peut-tu parler on ne pourrait pas parler ici d'une forme d'instrumentalisation? Ou est-ce qu'il se sert de la misère de son fils, un peu comme dans le film L'homme et l'éléphant, finalement, où est-ce que le gars en question, puis c'est un événement historique, il est traité comme une sorte d'animal de cirque. Ouh! Ça, écoute, c'est peut-être bien chiant, mais c'est legit de dire ça. C'est pour les droits de son fils, moi, que je dis ça. Puis il dit, ouais, mais t'es mal placé, Charles-Vie, parce que, blablabla, t'as déjà pas. Oui, mais moi, j'ai pas ni nommé, ni montré mon fils. Puis on peut comparer du comparable, on va voir que ça se compare pas tellement. Je n'argumenterai pas là, ça finira plus. Mais tu sais, regarde, moi, ça me met profondément mal à l'aise qu'il fasse ça. Je pense que je suis pas le seul. Mais aussi, voyez-vous, en arrière de la petite manœuvre, encore une fois, je fais pitié. Il y a un aspect sensationnaliste, un aspect tape à l'œil avec ça. Ben oui, mon fils, je suis un bon père, je trouve de l'argent pour mon fils. Oui, mais n'oubliez pas le genre de gars que c'est, le genre de manœuvre que c'est. Il y a toujours un intérêt. C'est un futé, là, on le voit. Là. C'est comme, ben oui, je vais faire passer des chambres hyperbares. C'est pas des vrais, mais là, dans le fond, je me fais la pièce pareille. Puis dans le fond, écoute, ce traitement-là pour gérer les cancers sont expérimentaux, mais on va vendre ça comme étant encore plus hot que ce qu'il y a au Québec, puisqu'il est légal puis officiel. Puis dans le fond, tant qu'à ça, là, Jonathan Blanchette, c'est pas grave, c'est un ci, c'est un ça, je vais chercher des vues. Puis passer, dans le fond, d'un parti souverainiste ou fédéraliste, c'est pas grave, dans le fond, tant que je peux avoir de l'argent et du pouvoir. Vous voyez le genre de personne? Bon. Ce qui m'amène à ma conclusion. Parce que là, c'est quoi? Là? Ça revient à... tu sais, si on prend les affaires par rapport au cancer, par rapport aux chambres hyperbares, par rapport à son fils, c'est quoi là, l'idée? C'est de faire des accroires ou de vider les poches du monde, d'exploiter la misère du monde? Mais si c'est le cas, ça serait-tu la première fois que ça marche avec vous, les complotistes? Non, hein? C'est parce que ça fait depuis le début que c'est ça. Là. Des gens qui, justement, se basent sur votre misère et disent faites pitié, regardons, je suis la solution. Puis là, à chaque fois, vous tombez dans le panneau. Dès qu'il y a une opposition, on va dire je ne fais pas le lien avec tes trucs, je vais faire un parallèle, OK? Mais il y a l'opposition contrôlée, OK, où il y a toutes les apparences de l'aide, OK? Regardez, moi je suis Eric Duhem, je suis la solution. Moi je suis Samuel Grenier, je suis la solution. Il y en a un. Mais c'est toujours des attrape-niveaux, puis vous tombez là-dedans à chaque fois. Puis ce monde-là, en plus, sont bien charmés entre eux autres. Ils s'aiment bien, puis ils se respectent bien, puis ils s'affichent un avec l'autre. Tu sais, dans la revue de radiophonique que je vous disais, que pourquoi qu'ils cherchent, qu'ils vont vers les complotistes, c'est parce que jamais que ces genres de stratégies-là pogneraient avec des normies. Donc, avec genre des anticomplotistes. C'est con, c'est chiant, mais c'est ça, c'est vrai. Tu sais, on pendant la COVID, on méprisait beaucoup, nous les moutons noirs, on méprisait beaucoup les moutons blancs. Mais vous remarquez que on a, dans la vie, là, notamment à ce niveau-là, on a la faiblesse de nos forces puis les forces de nos faiblesses. Et nos fameux moutons blancs, au même titre qu'eux autres, là, ils ont vu arriver cette affaire d'injection expérimentale là, obligatoire, ils ont fait pas rapport à vos affaires de théorie du complot, moi je suis le gouvernement. Ce qui était fait. C'est comme boum! Loser! Tu sais, là, ils se sont fait avoir solide, là. Ça, c'était pas leur meilleur. Mais ils vont pas tomber dans ces arnaques-là, eux autres. Tu sais, leur côté conformiste, on va dire, ou conventionnel, ou tu sais, genre streetwise, là. Streetwise. Je dirais plutôt genre ça c'est louche, ça sort de la norme, tu sais. Il les sert rendu là. Nous, c'est le contraire. Dès que c'est flyé, dès que c'est n'importe quoi,
on embarque. Mais encore là, c'est même pas ça. Tu sais, gars, comme moi, le Parti libertarien, c'est flyé. Mais ils prennent pas, vous prenez pas le bon type de flyer. Vous prenez, dès que ça c'est évident, là, ça sonne, ça sent le charlatanisme, vous garochez là-dedans, là, comme des mouches qui se garochent dans le feu, là, je sais pas quel exemple donné. D'ailleurs, je vais arrêter là parce que je ne vais pas trop me mettre dans la merde judiciairement. Je m'ai assez dit. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant que j'ai dit tout ça, ben, je vais attendre la claque. Mais je me laisserai pas intimider, ce coup-là. OK, t'es trop? Fait que, voilà. Ciao!